bonsoir. Merci de votre fidélité. Des titres à l'entame de cette édition de l'information. Le torchon brûle entre l'Agence de régulation du secteur de l'électricité ARCEL et la société en charge de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun. La faute à plusieurs interpellations, notamment les plaintes incessantes des clients qui sont de plus en plus croissantes. Et ces clients restent insatisfaits sur l'ensemble du triangle national. Nous en parlerons dans le cadre de cette édition de l'information. Lutte contre la pandémie Covid-19, la région du littoral prend sa dose de vaccins dans le cadre du déploiement du plan national de vaccination contre le nouveau coronavirus. La région du littoral et notamment la ville de Douala a pris sa première dose de vaccin précisément ce jeudi 16 avril 2021. Nous y reviendrons également. Et puis à l'international, Bernard Kouchner avait déjà évoqué la question du génocide rwandais en 1994, au plus fort de cette crise au Rwanda. Des années plus tard, qu'en est-il exactement? Nous en parlerons également dans la page internationale. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition de l'information sur la télévision du monde. Cette édition, nous l'ouvrons précisément avec cette querelle entre, d'une part, ARCEL, l'Agence de régulation du secteur de l'électricité, et la Société nationale en charge de l'électricité par l'une ou l'autre entité, et notamment plainte incessante des clients de plus en plus insatisfaits sur l'ensemble du triangle national. Jean-Peter Cassier consacré à son reportage. Le courant ne passe plus entre l'Agence de régulation du secteur de l'électricité ARCEL et la Société de distribution de l'électricité au Cameroun. C'est l'essentiel à retenir du courrier adressé par l'agence à ces derniers le 13 avril 2021, suite aux descentes conjointes des deux structures aux fins de vérification contradictoire des installations électriques de certains clients de la Société de l'électricité ayant saisi l'ARCEL en contestation des factures de régularisation qui leur avaient été agressées. De nombreux manquements et dérives ont été observés. Parmi eux, le non-respect de l'article 13 du règlement du service de distribution publique d'électricité, lequel définit les actes constitutifs de fraude, la mise en œuvre des opérations de lutte contre les pertes non techniques par les personnes non autorisées et le défaut de recours aux huissiers de justice, experts techniques, officiers de police judiciaire ou agents assermentés, le défaut d'utilisation des compteurs témoins, en violation des dispositions de l'article 13 du règlement visés relatifs aux instruments et moyens de contrôle en cas de soupçon de vol d'énergie ou d'anomalies affectant l'appareil de comptage, pour ne citer que ceci. Le torchon brûle donc. Et pourtant, au thème d'une réunion de concertation tenue en visioconférence le 24 février 2021 relative à la problématique des pertes non techniques, l'entreprise indexée s'était engagée et agressée à ses collaborateurs 3 notes d'information devant encadrer davantage les opérations y afférentes, notamment la première relative à l'effectivité de l'annulation des factures au thème des descentes contradictoires, la deuxième concernant la normalisation des lignes parallèles qui ne constituent pas des fraudes et l'annulation subséquente des factures irrelatives, et enfin la troisième qui rappelle l'interdiction de suspendre la fourniture de l'énergie électrique suite à une requête en contestation introduite par le client ARCEL et autres. Même la correspondance du 26 février 2021 n'a reçu aucune réponse, ce qui pousse Jean-Pascal Kou, le directeur d'ARCEL, en application des dispositions de l'article 97 de la loi numéro 2011-02222 du 14 décembre 2011 régissant le secteur de l'électricité, de sommer dans un délai de 8 jours l'entreprise en charge de la distribution de l'électricité de lui faire copie des notes d'information irrelatives sans préjudice de sanctions pécuniaires et administratives pouvant aller jusqu'à la suspension des opérations de lutte contre les pertes non techniques. C'est donc une affaire à suivre. Vous l'avez dit, Jean-Peter Nka, une affaire à suivre sur l'ensemble du triangle national au regard des plaintes sans cesse croissantes des clients du secteur de l'électricité.
Nous parlons d'insécurité, notamment dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, précisément dans l'arrondissement de Yaoundé 7, où le sous-préfet remobilise sa population dans la lutte contre le banditisme. Le village Kola Femme, limitrophe avec l'arrondissement de Kola, toujours dans la région du centre du Cameroun, connaît de temps en temps des pics et des incursions récurrentes des bandits de grands chemins qui font perdre le sommeil aux honnêtes citoyens. Pour pallier à ce problème, notamment l'autorité administrative est sur le pied de guerre, à ses côtés l'autorité traditionnelle. Reportage. Kola Fembe, petit bourg situé dans l'arrondissement de Yaoundé 7e, département du Fundi, région du Centre. Depuis quelque temps, ce petit village qui n'a pas échappé à la démographie galopante a aussi son lot de problèmes. Manque criard d'eau, le grand banditisme dicte sa loi à cause de sa situation géographique, car partage sa frontière avec le département de la Léquine. Les populations éclatiques vivent néanmoins en symbiose avec les autochtones, de vivre ensemble. Nous aimons que nous voudrons que notre chef vraiment nous aide par rapport au problème d'eau, surtout problème d'eau, parce qu'on a du mal à avoir de l'eau dans ce quartier. Nous avons plus le problème des jeunes qui sont là, qui n'ont rien à faire, qui se retrouvent en train de, je peux même dire, de se droguer. Bon. Ici en Kola Femme, il y a beaucoup plus, on a beaucoup de délinquants ici à Béatitude, parce que on a beaucoup de coups de vol. Il y a les petits là qui ont commencé à nous casser les portes là-bas. On ne sait pas comment on peut saisir les autorités pour commencer à gérer un peu le dossier là. Parce que c'est vraiment un peu récurrent ici à Béatitude. Et pour maintenir cette quiétude, le chef de 3e brigade a été installé il y a quelque temps pour jouer son rôle de chef. L'accent sera mise sur tous ces fléaux qu'on a essayé d'énumérer tantôt. C'est-à-dire la délinquance juvénile, la sous-scolarisation, la consommation de stupéfiants et le banditisme. Comme toujours, les populations qui viennent d'ailleurs et qui viennent nous retrouver en Kola Femme, ils sont toujours les bienvenus. Donc je vais continuer sur cette lancée. Et le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 7e a établi un certain nombre de cahiers de charges bien définis. Sa Majesté sera appelée à jouer un rôle primordial dans le développement socio-économique de ces populations, à assurer la sécurité élémentaire ou la sécurité primaire. La sécurité est une affaire de tous. Donc le chef à son niveau doit redynamiser le comité de vigilance pour nous permettre de mieux anticiper dans la recherche de renseignements prévisionnels, dont le chef devait nous rendre compte à temps utile. Kola Femme reste évidemment un village où il fait bon vivre. C'est dans ce contexte d'insécurité criarde, ponctué par des cas de délinquance juvénile récurrents, mais également de consommation de stupéfiants dans l'arrondissement de Yaoundé 7e, que le sous-préfet Eli Mwanjo Sangé a installé à ses nouvelles prérogatives le tout nouveau chef de la localité de Kola Fembe. Dans cet arrondissement de Yaoundé 7e, à lui, il a été dressé un cahier de charges bien précis. Jean-Oscar Libok et Bertrand Angoula. Etitap, village situé dans l'arrondissement de Yaoundé 7e, limitrophe des quartiers Élément Bang et Skevet, connaît les mêmes problèmes sociaux que les autres villages du pays. Au-delà de sa densité populaire, Etitap est un village, un quartier de la ville de Yaoundé, où le foisonnement de la population et son ouverture a favorisé les maux qui minent la société actuelle, tels que la consommation et la circulation des stupéfiants, le grand banditisme entre autres. Et pour essayer d'endiguer et mieux encadrer la population, la sous-préfecture de Yaoundé 7e a procédé à l'installation du chef de 3e degré avec un cahier de charges bien défini. Dans ceci, je voudrais tout simplement dire que le chef a été engagé à redynamiser le comité de vigilance, à mettre tout en œuvre pour s'activer dans la recherche de renseignements prévisionnels, afin de nous renseigner à temps opportun pour pouvoir gérer un certain nombre de choses, surtout d'anticiper sur tout ce qui a
d'énormes difficultés dans cette localité. Sur le plan économique, sur le plan social, et surtout relever le défi de l'hygiène et de la salubrité. Surtout en cette période où le Covid est sévir dans notre pays. Le nouveau chef semble être à la hauteur de la tâche qui l'attend. Sa Majesté et Maoto, Basile le Grand. Actuellement, je sais une seule chose qui dérange chez nous, c'est plus les stupéfiants. Beaucoup d'enfants qui sont dans le chômage se retrouvent dans le cadre des stupéfiants, c'est-à-dire beaucoup en consomme. Ça nous cause assez de problèmes. Sans oublier que la forêt communautaire qu'on est venu construire chez nous crée vraiment une insécurité terrible, associée à l'éclairage tel qu'on vous a souligné. Etitap, village très charismatique, ancien délégué du gouvernement de la ville de Yaoundé, et Mabazile, le grand-père de l'autre, saura dans la mesure du possible apporter à sa population ce à quoi elle aspire, la quiétude. La fonction de chef traditionnel du troisième degré du village était éteinte. Nous parlons toujours d'insécurité dans le cadre de cette édition de l'information, lutter contre l'insécurité criarde, le phénomène de grand banditisme et surtout la délinquance juvénile, entre autres missions assignées au tout nouveau commissaire de sécurité publique de l'arrondissement de Konsamba 1er dans le département du Mongo, région du littoral. Le commissaire de police André Nkwa a été installé mercredi à ses nouvelles fonctions. La cérémonie a eu cours à la place des fêtes de Konsamba. Georges Meledna et Château-Vallon N pour les précisions. Vous nous honorez en tout ce qui vous commandera dans l'intérêt du service, dans le respect des lois et règlements de la République. Commissaire de police, nous devons entrer. Commissariat de sécurité publique, premier arrondissement de la ville de Konsamba. À mon commandement, votez! Au-delà de réserver un cadre de travail beaucoup plus approprié que celui en l'état actuel, sombrer dans un délabrement avancé, le nouveau commissaire de sécurité publique de l'arrondissement de Konsamba 1er ne devra ménager aucun effort pour mettre hors d'état de nuire toutes les velléités sécessionnistes et ces nombreux gangs de malfrats qui font perdre le sommeil aux paisibles populations. Vous voyez que l'unité est dans un état vétuste. Il va falloir en sorte que les fonctionnaires qui travaillent à l'aise dans le cadre de leur travail. On va dire, quand on travaille dans un endroit, on va se retrouver à faire du bon travail. Ça, c'est ma première impression. La deuxième, c'est que Konsamba étant une ville où on a signalé une certaine sorte de criminalité, il va falloir, nous qui occupons le premier arrondissement, donc le centre de la ville, il va falloir mettre le pied à l'étrier pour essayer de dissoudre toute velléité de criminalité dans le centre-ville. Précédemment en service à la délégation régionale de la Sûreté nationale de l'Est en qualité de chef de poste de sécurité publique dans la localité de Bétaré-Ouya, le nouveau commissaire de sécurité publique du premier arrondissement de Konsamba a été invité à restaurer l'ordre et la discipline dans les rangs et de lutter efficacement contre toute forme de corruption. Il nous appartient, monsieur le commissaire de police, de respecter strictement la légalité, d'être effectivement présent auprès de vos hommes souverains et de vous mettre constamment en mission. Par ailleurs, vous devez être au service des populations dont la charge sur la sécurité. À ce sujet, vos portes doivent être grandement ouvertes. Monsieur le commissaire de sécurité publique de l'arrondissement, je vous demande de veiller au respect de la discipline et de la rectitude morale de vos collaborateurs. Lutter contre toutes les formes de tracasserie et ne tolérer aucun cas de comportement
part où nous sommes. Ayez à présent, ayez présent l'esprit de ce conseil public pour vous être placé auprès de nos administratifs d'emploi. Vous savez, la police ne peut pas travailler de manière close. Sans la population, nous ne pouvons rien avoir. Donc, tout ce qu'on sait, c'est que c'est la population qui nous aide à avoir le renseignement, c'est la population qui nous aide à frayer le chemin qui mène à l'arrestation d'un certain nombre d'individus. Donc, c'est un appel, je profite pour lancer un appel à la population pour que cette population-là vienne à moi. Elle ne sera pas déçue, nous sommes d'ailleurs là pour elle. Nous sommes là, c'est notre première mission, c'est de protéger cette population. Le commissaire Nkoa André remplace à ce poste le commissaire de police Ngouabo Jean-Claude muté. La signature des documents y afférents s'est déroulée au commissariat en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Nkonsamba 1er. Nous parlons de toute autre chose à présent et notamment de la santé avec la lutte contre la pandémie coronavirus. Et précisément autour de cette lutte, le préfet du département du Mungo a effectué une descente inopinée sur le terrain ce jeudi dans les grandes surfaces, les boulangeries, les poissonneries et autres agences de voyage. Yves Bertrand Noël Ndiana menace de fermer les espaces commerciaux qui ne respectent pas les mesures barrières. Jean-Jean Medna, Château-Vallon était dans sa suite. Voici le reportage. C'est un client d'un autre genre qui a fait le tour des grandes surfaces, poissonneries, boulangeries, gares routières et autres agences de voyage de la ville de Nkonsamba, non pas pour se procurer un ticket de voyage ou s'approvisionner dans ces espaces marchands, mais plutôt s'assurer de l'effectivité des mesures barrières contre la pandémie Covid-19. Et il est donc été important pour nous de nous assurer de sensibiliser toutes les populations au respect des dites mesures. Et ce tour de terrain nous a permis de comprendre que le respect de ces mesures nécessite encore une forte sensibilisation. Et notre devoir est d'inviter les populations, les y contraindre quand cela est nécessaire, à porter leurs masques et à respecter de manière globale l'ensemble de ces mesures. Le préfet du département du Mungo, puisqu'il s'agit de ce client en question, dans cette descente sur la place publique, a mis un point d'honneur sur le port obligatoire du masque de protection faciale. Il a essayé de dire à chacun sa responsabilité devant la population, devant la nation, devant tout le monde, et surtout insister sur le port de masques. Il a également demandé qu'on s'assure, il s'est assuré lui-même que le kit de lavage de mains et autres mesures sont prises partout, dans les marchés, dans les boutiques, dans les supermarchés. Dans les supermarchés, boutiques, magasins et autres espaces où le constat du non-port du masque a été fait, le préfet Yves Bertrand Noël Ndiana a attiré l'attention des gérants et propriétaires sur le risque permanent de contamination à la maladie et menace de fermer ces lieux en cas de récidive. C'est vrai que ça et là, il a pu dénicher, constater effectivement qu'il y avait d'autres populations qui s'amusaient à ne plus porter ces masques-là. Mais dans l'ensemble, les populations ont adhéré à ce que M. le préfet du Mungo a essayé de donner comme information. Et à la suite de cette descente inopinée de l'autorité administrative sur le terrain, celle municipale devra prendre le relais afin de faire bloc à cette pandémie. Nous invitons les autorités administratives, les autorités municipales, les forces de maintien de l'ordre et tous les autres responsables à poursuivre cette sensibilisation dans le département du Mungo de manière à bloquer de manière efficace la propagation de la pandémie dans notre département et dans notre pays. Ce que nous allons faire, nous allons nous concerter avec les maires et nous allons mener des opérations sur le terrain. Nous allons voir ce qu'il y a lieu de faire, sensibiliser davantage la population pour le port du masque, le respect des mesures barrières, la nécessité de tenir 1 mètre de distance entre 2 personnes, le dispositif de lavage des mains, bref,
toutes les mesures édictées par l'OMS pour lutter contre cette pandémie. Une mobilisation tous azimuts en prélude à l'arrivée des vaccins Sinopharm chinois dans la ville. Nous allons nous concerter les maires, avec les maires, et nous allons mener des opérations sur le terrain. Nous allons voir ce qu'il y a lieu de faire, sensibiliser davantage la population pour le port du masque, le respect des mesures barrières, la nécessité de tenir 1 mètre de distance entre 2 personnes, le dispositif de lavage des mains, bref, toutes les mesures édictées par l'OMS pour lutter contre cette pandémie. Une mobilisation tous azimuts en prélude à l'arrivée des vaccins Sinopharm chinois dans la ville de Nkonsamba et partant dans le Mongo. Nous vous l'annonçons également en titre à l'entame de cette édition de l'information sur la télévision du monde. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, était l'hôte de population de la capitale économique du Cameroun, Douala, après la réception des doses de vaccins consacrées à la région du littoral. Le ministre a personnellement présidé la cérémonie de vaccination et pour l'occasion, l'espace de l'hôpital à Quintine de Douala a servi de cadre à ce cérémonial. Le gouverneur de la région littorale qui accompagne le ministre n'a pas manqué d'encourager les soldats de la santé de la région à se protéger afin de mieux protéger les patients dans cet élan et dans cette houlette que le président de l'Ordre national des médecins du Cameroun et le délégué régional de la santé publique du littoral ont accompagné quelques personnels de santé à se faire vacciner. Il faut également le préciser, d'autres personnalités n'ont pas dérogé à ce principe, notamment le maire de la ville de Douala, le docteur Roger Mbassa Ndine, mais également le directeur de l'hôpital à Quintine de Douala, le professeur Emmanuel Essomba Noël, dans la suite de cette cérémonie de vaccination où plusieurs autres personnes volontaires ont bien voulu se faire vacciner, parmi lesquelles des personnalités chinoises qui ont accompagné les vaccins dans la ville de Douala. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a personnellement remis une fois encore du matériel roulant à l'hôpital à Quintine de Douala et à plusieurs autres formations sanitaires, notamment l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala Yassa, dont certains personnels ont justement été vaccinés en premier plan, suivi de ceux des maladies respiratoires et enfin ceux de l'hôpital la Quintine de Douala qui ont donc accepté de se faire vacciner à la faveur de cette cérémonie de lancement effectif de la vaccination dans la région du littoral. Je rappelle que le gouverneur de la région littorale, Samuel Dieudonné Ivan Adiboua, le préfet du département du Vouri, le maire Roger Mbassandine David Douala ont personnellement pris part à cette cérémonie qui a mobilisé à l'hôpital la Quintine de Douala. Nous nous intéressons à une autre actualité et précisément au gouvernement camerounais qui compte sur une campagne de vaccination massive pour tenter d'enrayer la pandémie à coronavirus. Des livraisons de vaccins vont considérablement augmenter dans les prochains jours. C'est ce qui va permettre d'élargir la cible à protéger à travers le triangle national. Annonce a été faite par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, qui avant de séjourner à Douala était face aux hommes et femmes de médias dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. À ses côtés, René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, compte rendu en Mambris Ngomon et Bertrand Angoula. La réussite de la campagne vaccinale est cruciale pour le gouvernement camerounais. C'est pourquoi le gouvernement de la République a entrepris depuis quelque temps une démarche nécessaire en vue de l'obtention des vaccins pour permettre aux Camerounaises et aux Camerounais qui le souhaitent d'en bénéficier. Cette campagne, qui est non obligatoire, soumise à un consentement et gratuite pour tous, va s'étendre très progressivement à toute la population.
Après la réception de 200 000 doses de vaccins Sinopharm offerts par la Chine, la vaccination a d'abord été ouverte aux professionnels de santé, d'autant qu'une course contre la montre est désormais engagée pour contrer les nouveaux variants du coronavirus plus contagieux. En effet, les deux groupes consultatifs ont recommandé comme population cible le personnel de santé, y compris le personnel administratif et le personnel de soutien, ainsi que les agents de santé communautaires, les personnes âgées de plus de 50 ans, les personnes ayant des comorbidités comme l'hypertension artérielle, le diabète, les pathologies respiratoires chroniques ou l'obésité, les enseignants et les groupes spéciaux que sont les forces de défense et sécurité et autres. Alors que les livraisons de vaccins doivent considérablement augmenter dans les prochains jours grâce à la facilité COVAX, ce qui va permettre d'élargir la cible à protéger, le ministre de la Santé publique annonce un coup d'accélérateur, surtout avec l'arrivée des vaccins comme AstraZeneca, Johnson & Johnson et Sputnik. Notre pays recevra en totalité 1 752 000 doses de vaccins AstraZeneca avant la fin du mois de mai 2021. Une première livraison de 391 200 est annoncée pour le 17 avril 2021. En dehors de la facilité COVAX, plusieurs autres opportunités ont été explorées pour l'acquisition de vaccins, notamment la possibilité d'accords bilatéraux avec les pays partenaires fabricants de vaccins et les initiatives sous-régionales et régionales. Ainsi, une commande de 4 millions de doses de vaccin Johnson & Johnson a été conclue en date du 7 avril 2021 entre le gouvernement et l'Union africaine via CDC Africa. Et pour assurer un déploiement optimal des vaccins, 243 centres de vaccination ont été sélectionnés sur l'ensemble du territoire. Le gouvernement espère vacciner au moins 20% de sa population considérée à risque. Le 15 avril de chaque année est consacré à la célébration de l'art. Le monde célèbre l'art ce 15 avril, une journée qui a pour rôle célébrer l'art, mais dont l'objectif majeur reste impacté sur l'épanouissement des peuples. Charles-Fils Elangé. La proclamation de la journée mondiale de l'art visant à promouvoir le développement, la diffusion et la jouissance de l'art a eu lieu lors de la 40e session de la conférence générale de l'UNESCO en 2019. L'art nourrit la créativité, l'innovation et la diversité culturelle pour tous les peuples du monde et joue un rôle important dans le partage des connaissances et l'encouragement de la curiosité et du dialogue. Autant de qualités que l'art a toujours eu et aura toujours si l'on continue à soutenir des environnements qui favorisent et protègent les artistes et la liberté artistique. Souviens-toi de notre passé, à l'époque où nous étions placés dans un gymnase universitaire menant des études communautaires. Je te retrouvais à la fin d'un année où nous avions été séparés. Je n'avais jamais su t'embrasser. J'étais stupide et embarrassé. Dans ce sens, le développement de l'art contribue également à la réalisation d'un monde libre et pacifique. Le 15 avril de chaque année, la célébration de la Journée mondiale de l'art contribue à renforcer les liens entre les créations artistiques et la société, à promouvoir une meilleure prise de conscience de la diversité des expressions artistiques et à mettre en valeur la contribution des artistes au développement durable. C'est également l'occasion de remettre en lumière l'éducation artistique dans les écoles, car la culture peut ouvrir la voie à une éducation inclusive et équitable. Et surtout, que je ne tombe jamais enceinte. Inviter par-dessus tout la naissance de l'enfant. Nous parlons toujours de la journée mondiale consacrée à l'art et précisément du Cameroun qui, aujourd'hui à travers le monde, fait l'unanimité à travers la pluralité culturelle et artistique. Celle-ci n'est plus à démontrer, mais seulement le Cameroun vit paradoxalement à son art. Constat a été fait ce jour de célébration de la journée mondiale de l'art. Une fois de plus, Charles-Fils Elangé.
La date du 15 avril est consacrée à la célébration mondiale de l'art. Ce jour dédié à la créativité artistique est magnifié dans le monde et le Cameroun n'est pas en reste. Même si la dite journée semble bien inconnue de tout le monde, surtout dans un pays où l'art populaire et la musique, qui d'ailleurs en cette période de crise sanitaire, semble asphyxiée par plusieurs problèmes liés aux droits d'auteur, mais plus encore principal sinistré de la Covid-19. Il est possible d'exercer de par les notes ministérielles qui viennent de part et d'autre, en empêchant les regroupements de plusieurs personnes. Donc des showcases par exemple sont annulés, des spectacles là sont annulés, et on est obligé de le vivre beaucoup plus en virtuel. Et vous savez, au Cameroun actuellement, même les concerts virtuels et les messages virtuels, ça passe, mais ça n'a pas le même impact que le spectacle sur le terrain. Donc je dirais c'est un grand coup pour l'art au Cameroun, d'autant plus que beaucoup plus d'artistes au Cameroun du terroir vivent des cabarets, qui vont dans des cabarets, et ces cabarets, ça ne fait plus le plein d'œufs comme avant. Le spectacle, on n'a pas de cérémonie, où les gens n'arrivent pas vraiment à comprendre, même quelques personnes qui essaient d'appeler, mais souvent quand on vient leur donner compte main, ils ne comprennent pas que nous aussi, on a toute une équipe, on doit mourir, on a des familles, on a des charges, mais on souffre énormément. Dans la vision par rapport à ce que nous souhaitons, c'est que les choses changent. Nous avions des showcases qu'on n'arrive pas à organiser parce qu'avec la pandémie, on a la promotion qui ne part pas de bon train parce qu'on a beaucoup de difficultés, tant sur le plan financier, plan sanitaire. Nous aussi, on a peur, on a vraiment peur d'affronter. La culture est en train de mourir, il n'y a pas de salle de spectacle, les droits de... Si Ekambi Briand touche 20 000 francs le mois, Ekambi Briand, c'est une icône. Quand en France et un peu partout dans le monde, les gens touchent les millions, les milliards, Ekambi Briand touche 20 000 de droits d'auteur. Utelbo doit toucher combien? Parce que Utelbo n'est qu'un pourcent devant Ekambi Briand. Par ailleurs, une génération dite de la musique urbaine, malgré le mauvais vent qui souffle dans le champ musical, semble mieux se porter et les artistes de cette trame, connus ou pas, affichent bonne santé. À une autre dimension, quoi, dont personne ne s'attendait. Donc, avec l'engagement et le travail, donc, les jeunes artistes urbains camerounais mettent dans ce qu'ils font. Je pense que la musique urbaine camerounaise évolue encore plutôt bien. L'art contemporain, l'artisanat et l'art plastique au Cameroun réussissent l'exploit de vivre loin des regards d'un public qu'on souhaitait pourtant plus attentif face au talent de ces artistes heureusement cotés dans les catalogues mondiaux. Ici, dans cette galerie située à Douala, malgré la présence du coronavirus, une exposition s'y déroule et rend hommage à une icône féminine de l'art plastique. Un moment assez difficile avec le problème du Covid, mais je pense qu'il y a une énergie particulière dans le domaine de l'art. Il y a une certaine résilience. Nous nous battons depuis, je pense, depuis septembre dernier, quand on s'est rendu compte qu'effectivement, il fallait apprendre à vivre avec le Covid. Et nous avons continué finalement à créer des événements, à avoir des expositions de façon positive. Et il faut dire merci aux artistes qui, effectivement, je sais que c'est souvent dans des moments difficiles que l'art est souvent sublimé. Et je pense que les artistes camerounais l'ont compris. Et aujourd'hui, dans le marché international, ils sont reconnus pour leur talent. L'art camerounais est caractérisé par une très grande diversité de styles liés à son histoire, à sa géographie, diversité des ethnies, des langues et des religions. Cette différence culturelle permet le développement d'une grande créativité sur tous les supports de l'art contemporain. Art plastique, peinture, sculpture et photographie. Et inspiré par son art traditionnel. En sport à présent, on s'intéresse précisément aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Le Cameroun ne prendra pas part précisément autour de son équipe de football féminin. Les Lions indomptables sont éliminés, la faute à une préparation trop juste et peut-être un coaching reprochable, une élimination de plus, même de trop pour les Lions indomptables du Cameroun qui suscitent de nombreuses questions. Jean-Peter Nka. Le corner pour l'équipe du Chili. Attention! Oh là là! Le deuxième but de l'équipe chilienne.
qui clôt pratiquement la gardienne. C'est un secret de Polichinelle. Ce sera sans les Lions que se joueront les prochains Jeux Olympiques en terre japonaise. En effet, les Lions ont été inoffensifs face aux Chiliennes lors de leur double confrontation comptant pour les barrages qualificatifs au jeu. Une élimination de plus qui pousse à réfléchir. L'abnégation, l'engagement et même le talent des filles n'étaient pas suffisants. Il fallait encadrer leur performance à l'heure d'établir les responsabilités. L'État du Cameroun, à travers le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la FECAFOOT n'ont pas beaucoup aidé Aboudi Onguene et ses coéquipières. Une préparation abracadabrantesque avec des moyens très limités alors que l'adversaire chilien a disputé 3 matchs de préparation avec des équipes africaines et pas des moindres. À cela s'ajoute l'entraîneur Alain Djemfa. Débarqué à la tête des Lions en remplacement de Brian Doko en 2019, Alain Djemfa n'a simplement pas fait oublier ses prédécesseurs. Un bilan mitigé et un jeu soporifique sont collés aux Lions indomptables depuis son arrivée. Tenez par exemple, en 1 an et demi à la tête des Lions, Joseph Brian Doko a disputé 15 matchs pour 9 victoires, 3 nuls et 3 défaites, soit 46 buts inscrits contre 16 encaissés. Une puissance offensive qui était ponctuée par un jeu alléchant. Mais tout ceci est renvoyé au calendre grec. Alain Djemfa, en presque 2 ans, à la tête de l'équipe nationale féminine de football, a disputé 18 matchs pour 6 victoires, 8 défaites et 4 matchs nuls. Avec lui, les Lions semblent avoir perdu leur âme. Le jeu très peu séduisant de ces dernières commence même déjà à inquiéter les amoureux des Lions qui à chaque match sont prêts à corps et à cri défendre leur héroïne. Et même les joueuses ne semblent ne plus prendre de plaisir à jouer sous les ordres de leur entraîneur. Aboudi Onguene n'est pas passé par 4 chemins après la défaite face au Chili pour pointer du doigt le coaching de son entraîneur. Qu'il soit le seul coupable ou non, il est difficile, voire impossible de parler des Lions et de ne pas évoquer son entraîneur. Une équipe prise en otage qui se meurt à petit feu, c'est ce à quoi ressemblent désormais les Lions indomptables. Il est plus que jamais impératif d'agir, sinon la machine à gagner qu'on a façonnée après les nombreuses déceptions des garçons va devenir une simple équipe. Et ceci passe par des changements radicaux dans les prochains jours, sinon nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. À bon entendeur, salut. Nous parlons toujours de sport et notamment de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Le pays de Paul Biya se prépare à recevoir cette compétition, mais seulement ça piétine au stade d'Olembe à Yaoundé. Pourquoi? Comment? Il y a une semaine, pratiquement jour pour jour, le ministre des Sports et de l'Éducation physique se rendait sur le terrain. Il s'y est rendu encore ce jeudi. Le professeur Narcisse Moelle combien passant en revue toutes les arcanes de ce chantier, question d'évaluer une fois encore l'avancement des travaux du complexe sportif d'Olembe du compte rendu en Mambris Ngomo et Elvis Ngwe. Sur le site du complexe sportif d'Olembe, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moule Kombi, en compagnie de Nazari Paul Biya, gouverneur de la région du centre et président du comité de site de Yaoundé, a témoigné des travaux en cours avant de se rendre dans la salle de conférence de ce stade pour superviser une réunion d'évaluation avec toutes les parties prenantes. De m'assurer personnellement des avancées, notamment en matière de remobilisation, d'une part des équipes et de la reprise en main définitive et résolue, compartiment par compartiment, lot par lot, au gré d'un chronogramme détaillé des activités d'autre part. Le MINSEP s'est réjoui de constater qu'après une période de ralentissement des activités dues au problème de mise en place des financements, en une semaine, les effectifs des travailleurs ont pratiquement doublé, passant de 187 à 347 personnels. Un chiffre qui devra atteindre les 500 personnes mobilisées sur le site dès la semaine prochaine. Pour l'entreprise adjudicataire, les travaux évoluent plutôt bien. Actuellement, nous travaillons dans toutes les zones. Que ce soit sur les extérieurs, comme vous avez pu le constater, notre partenaire Razel a remobilisé toutes ses équipes et ses engins sur les extérieurs. Au niveau du nombre de jours, elles sont toutes praticables depuis plusieurs semaines. Les travaux
stade d'Olembe, tel qu'il se présente actuellement dans sa composante sportive, peut déjà accueillir des matchs de football en journée et d'ici quelques semaines, des matchs en nocturne. Mais il reste du travail à faire, notamment au niveau des finitions. La visite de la CAF au Cameroun est prévue pour le 25 juin 2021. Il faut donc tout faire pour la mise en conformité des infrastructures sportives au standard de l'organe fêtière du football africain. C'est pourquoi le patron des sports s'est appesanti sur plusieurs recommandations. Nous recommandons l'achèvement de tous les travaux concernant le courant fort et le courant faible. Sonorisation, lumière, climatisation. La pose de toutes les horloges, de toutes les bornes Wi-Fi, l'achèvement du carrelage sur tous les étages. Il faudra procéder à la fermeture de l'ensemble des plafonds. Le sous-traitant en charge, il nous a montré ce qui a été fait ici. Cela devra être fait un peu partout. La finition des travaux de maçonnerie. La fièvre monte à quelques mois du coup d'envoi de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Il faut donc hâter le pas pour éviter tout désagrément. Et puis avant de refermer cette édition de l'information sur la télévision du monde, nous nous intéressons à cette affaire du génocide rwandais, plusieurs mois, années après le dit génocide. La question reste préoccupante. D'ailleurs, un récent rapport a imputé la responsabilité de la France. Bernard Kouchner n'est plus le ministre de François Mitterrand lorsqu'il se rend à plusieurs reprises au Rwanda pendant le génocide. En mai 1994 d'abord, il tente une première fois d'ouvrir un corridor humanitaire à Kigali et d'évacuer vers la France des orphelins Tutsis. Les massacres ont commencé il y a plus d'un mois déjà. Le 16 mai, des hommes ouvrent le feu sur un convoi de l'ONU à quelques kilomètres de Kigali. Bernard Kouchner se trouve dans l'un des véhicules et réussit à s'en extraire sans être blessé. 2 jours plus tard, il rentre à Paris et témoigne à sa sortie de l'avion à l'aéroport de Roissy. On entasse les gens dans les églises, on arrose le toit avec de l'essence, on met une grenade. On a vu tout ça. Alors il faut rappeler quelque chose quand même. Il y a un groupe majoritaire, environ 90%, qui s'appelle les Hutus. Il y a un groupe minoritaire qui s'appelle les Tutsis, 10%. Les Hutus tuent les Tutsis. Et apparemment, on décidé de les tuer tous. Ça s'appelle un génocide. On tue parce qu'on est Tutsi, pas parce qu'on a fait quelque chose de mal. Le terme de génocide dans la bouche de Bernard Kouchner dès mai 1994. Il retourne à 2 reprises sur le terrain dans les mois qui suivent. Toujours dans un but humanitaire. En juin, il supervise l'évacuation de centaines de réfugiés Tutsis depuis l'hôtel des 1000 collines au centre de la capitale. Et rencontre le dirigeant français d'un orphelinat où des dizaines d'enfants Tutsis sont retranchés. À plusieurs reprises, Bernard Kouchner tente à cette époque, racontera-t-il, d'alerter Paris et le président Mitterrand. 13 ans plus tard, au printemps 2007, il devient le ministre des Affaires étrangères du président Sarkozy. La France et le Rwanda ont rompu toute relation diplomatique 6 mois plus tôt. Bernard Kouchner est envoyé par Paris à Kigali pour tenter de renouer le dialogue. Début 2008, il rencontre le président rwandais Paul Kagame. Interrogé par des journalistes sur place, il parle alors d'une faute politique commise par la France au Rwanda au moment du génocide. Je n'accepte pas ça. Les Français n'ont pas participé au génocide. Ils n'ont pas aidé. Avant le génocide, avant 1994, nous étions engagés dans l'entraînement de l'armée. C'est tout à fait vrai. Mais non, j'ai toujours été précis. Je n'ai jamais accusé l'armée française. Au contraire, j'accuse les politiciens. Enfin, je n'accuse personne. Mais c'était une erreur de ne pas avoir compris ce qu'il se passait ici. C'est certain. 25 ans plus tard, le rapport du clerc vient troubler la conscience de la France et de tous les hommes politiques en responsabilité à l'époque du génocide rwandais. Mesdames et messieurs, c'est avec ce reportage sur le génocide rwandais que nous mettons un terme à cette édition de l'information du soir. Merci de l'avoir suivi.